toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Adaptator et à travers, le podcast qui ne voulait pas choisir entre littérature et cinéma, alors on a choisi les deux en même temps. Cette semaine j'avais envie de revenir sur une saga jeunesse d'espionnage en vous parlant d'Alex Rider Stormbreaker, écrit par Anthony Horowitz et réalisé par Geoffroy Sax. Alex Rider est une saga en 13 volumes nous racontant les différentes missions d'Alex Rider en tant qu'espion. Dans ce premier tome, on nous raconte sa première mission, mais aussi comment le MI6 engage des ados de 14 ans sans aucun scrupule. Alex Rider est un ado plutôt banal. Il vit avec son oncle et une gouvernante depuis la mort de ses parents dans un accident d'avion lorsqu'il était petit. Son oncle, un banquier d'affaires, n'est que très rarement présent, et c'est surtout Jack, la gouvernante, qui s'occupe de lui. Mais une nuit, la police vient sonner chez les Riders avec une mauvaise nouvelle. Yann a eu un accident de voiture, et comme il ne portait pas sa ceinture, il est décédé. Même si cela ne lui ressemble pas de ne pas avoir mis sa ceinture, car Yann était quelqu'un de très prudent. Alex ne se pose pas beaucoup plus de questions que ça, enfin voilà, son oncle est mort, il est triste, il y a l'enterrement, tout ça. Il commence à se poser justement un petit peu plus de questions au moment où en rentrant chez lui, il découvre que les déménageurs ont emporté tous les effets que son oncle conservait dans son bureau, sans que lui ait le temps d'y jeter un œil, lui ou Jack. Le camion de déménagement porte le logo d'une casse automobile, ce qui n'est pas très logique. Alex va donc se rendre dans cette casse, après avoir fait des petites recherches à l'école, et découvrir avec effroi que son oncle est certes mort au volant de sa voiture, mais que la ceinture n'aurait rien pu faire contre les nombreux impacts de balles incrustées dans la carrosserie. Donc déjà, on commence à nous montrer qu'Alex est plutôt très doué et très sportif, puisqu'il est un peu... il n'est pas censé être dans cette casse automobile, et donc quand les tenanciers de la casse se rendent compte qu'il est là, ils se mettent un petit peu à le poursuivre pour l'emprisonner, enfin pour le mettre dehors, pour peut-être même le tabasser. Et en fait, Alex arrive plutôt bien à s'en dépêtrer. Il y a une scène de cascade dans le film où effectivement... il a l'air plutôt très doué en arts martiaux. Tous les gens qui travaillent à la casse se retrouvent KO et il peut s'enfuir. Très vite, il est convoqué par les collègues de son oncle qu'il avait déjà eu l'occasion de rencontrer à l'enterrement. Et déjà, c'était une première chose qu'il avait remarqué à l'enterrement, c'est pourquoi les chauffeurs d'un directeur de banque portent des armes à feu. Parce qu'à un moment, il y a un des chauffeurs qui lève la main pour remettre ses lunettes ou toucher une oreillette et... la veste se lève et on voit qu'il a une arme à feu à la ceinture. Donc voilà, chauffeur, garde du corps, admettons, c'est logique. Donc Alex se rend au rendez-vous et il apprend enfin la vérité. Son oncle n'était pas du tout un banquier. Il était employé par les services secrets et il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Sa mission était d'espionner dans les locaux de Herod Sale, un homme riche d'affaires qui semble très louche aux yeux du gouvernement britannique. Alex accepte plutôt rapidement la nouvelle car il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Tout concorde et explique les petits mystères qu'il avait notés dans la vie de son oncle jusque-là, puisque normalement quand un banquier d'affaires rentre d'une semaine à l'étranger, il n'a pas des contusions sur le visage, il n'est pas blessé normalement. Et là, c'est vrai que son oncle, à chaque fois, ou presque, il revenait avec des petites blessures. Alan Blunt, le chef du service, lui explique que Yann le destinait lui aussi à devenir un espion, en lui apprenant divers arts martiaux, mais aussi ils avaient été faire de la plongée, de l'escalade. Il a appris à Alex, fait donner des cours à Alex pour qu'il apprenne plusieurs langues étrangères. Ça, Alex a un petit peu plus de mal à l'accepter, parce qu'en fait, il se rend compte que depuis tout petit, on lui a menti et on s'est servi de lui. Et là, du coup, le MI6 compte sur Alex pour terminer la mission de Yann, puisque ça concerne des écoliers, et donc il va facilement pouvoir se faire passer, des écoliers, des collégiens, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais du coup, Alex est très bien placé justement pour pouvoir mener l'enquête, sauf que Alex il veut pas du tout, donc il refuse. Et très vite, Alan Blunt lui fait du chantage, car Jack, la gouvernante, son visa est expiré depuis longtemps, donc il n'attendait que ça. Ils vont très facilement pouvoir la renvoyer aux États-Unis, et il le menace de lui faire finir sa scolarité dans un pensionnat, de revendre la maison, tout ça. Donc Alex est un petit peu obligé d'accepter parce qu'il veut pas se séparer ni de sa maison ni de Jack, qui est du coup maintenant sa seule famille. Et donc il se voit contraint d'accepter. Il commence son entraînement auprès des Special Air Service, donc voilà, qui est vraiment un entraînement d'élite. C'est vraiment presque les commandos, un entraînement commando. Et du coup, ces personnes-là voient d'un très mauvais œil qu'un enfant de 14 ans soit à leur côté. Ils trouvent ça vraiment scandaleux que le MI6 utilise des enfants. Mais l'entraînement va quand même plutôt bien se terminer, puisque Alex va être le seul à pouvoir les sortir d'une situation un petit peu compliquée dans laquelle ils se sont mis tout seuls, en voulant faire des crasses à Alex. Et donc voilà, Alex va plus ou moins s'intégrer au petit groupe avec lequel il a fait son entraînement, et c'est des personnes en fait qu'on retrouvera au fil des différentes aventures d'Alex, donc c'est plutôt intéressant. C'est plutôt bien trouvé effectivement qu'on les retrouve régulièrement. Donc une fois son entraînement terminé, Alex est envoyé au manoir de Sale, qui en fait a décidé d'offrir un exemplaire de son nouvel ordinateur, le Stormbreaker, donc un ordinateur très puissant, très axé sur les cours via la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça. Et il décide d'en offrir un à chaque école du pays pour remercier le Royaume-Uni de l'avoir si bien accueilli lorsqu'il est arrivé du Liban, puisqu'en fait on nous raconte que c'est vraiment quelqu'un qui vivait dans la misère, dans la pauvreté, avec beaucoup de frères et sœurs. Un jour, par un total hasard, il a sauvé un couple d'Américains de la mort.
C'était un couple qui était très très riche et qui du coup, pour le remercier, en fait, l'ont envoyé aux États-Unis, l'ont envoyé au Royaume-Uni et ont payé toute sa scolarité dans les plus grandes écoles. Comme l'avait prédit le MI6, c'était trop beau pour être vrai, cette histoire de don d'ordinateurs dans toutes les écoles, car en fait, tous les ordinateurs sont infectés par un virus qu'on nous dit plus violent que la variole. Enfin, c'est une sorte de variole améliorée pour être encore plus dangereuse et meurtrière. Et donc, une fois que ce sera installé dans toutes les écoles du pays, le jour de la mise en service, normalement, le Premier ministre est censé appuyer sur un bouton qui va libérer le virus et tuer tous les écoliers du Royaume-Uni. Harold Sale nous explique que c'est parce que depuis toujours, en fait, il a un énorme désir de vengeance. Parce que si le Royaume-Uni a été généreux avec lui, c'est pas le cas de tout le monde. Donc dans son école, il était en internat, il était dans la classe du Premier ministre actuel, qui s'est montré très cruel envers lui, l'affublant des pires sobriquets, notamment liés à son pays d'origine ou à la prononciation de son nom. Et du coup, voilà, c'est juste une histoire de vengeance. Pour se venger du Premier ministre, il est prêt à tuer tous les enfants du Royaume-Uni. Une personne très équilibrée. Aidé par ses super gadgets, la mission d'Alex est un succès, et alors qu'il pense en avoir fini avec le MI6, Blunt lui fait comprendre qu'au contraire, cela ne fait que commencer. Donc c'est vraiment une fin qui est un petit peu rushée dans le livre, j'ai trouvé, là, en le relisant. Je me rappelais pas que ça finissait aussi abruptement, alors que justement, dans le film, il y a une vraie fin. Et je vais y revenir un tout petit peu après. Donc c'est une saga que j'ai beaucoup aimé lire quand j'étais ado, puisque c'est sorti aux alentours des années 2000, donc j'avais une dizaine d'années. Et j'étais très impatiente lorsque le film a été annoncé en 2006. Donc c'est un film avec Alex Pettyfer et Mickey Rourke dans les rôles principaux. Mais il y a aussi des seconds rôles très bien choisis. Donc on a Robbie Coltrane dans le rôle du Premier ministre, Bill Nighy dans le rôle d'Alan Blunt, donc qui est un directeur vraiment très sec, mais qu'on sent des fois avec un petit peu, enfin voilà, un humour très, très britannique. Il y a aussi Ewan McGregor qui joue l'oncle, donc qu'on voit très très peu, hein. On le voit 5 minutes au début du premier film, et ensuite on ne le reverra plus de la saga, je pense. Andy Serkis ou Stephen Fry aussi, qui incarne un de mes personnages préférés, puisqu'il interprète ici l'équivalent de Q de James Bond, qui va donner justement tous ses gadgets à Alex. Et le film a la très bonne idée de mettre son bureau dans la réserve de Hamleys, qui est le plus grand magasin de jouets de Londres. Comme justement là c'est pour un enfant, un ado, on va lui donner des gadgets qui sont adaptés à son âge. Donc voilà, il a une console de jeu avec différentes cartouches, de la crème anti-acné, un yo-yo, un stylo plume, enfin voilà, des choses qu'on peut retrouver normalement dans la valise d'un ado. Mickey Rourke, je pense que c'est aussi un très bon choix de cast, parce que c'est un méchant qui est très exubérant. Voilà, donc Harold Sale, c'est le genre de type qui a une méduse géante dans un immeuble aquarium dans son salon, parce que normalement il pêche et il tue les animaux qui pêchent, mais là cette méduse le faisait tellement penser à lui, elle était tellement imposante, tellement gigantesque, tellement belle qu'il a voulu la garder, et du coup il la conserve dans son salon. Donc je trouve que c'est une adaptation plutôt fidèle, même s'il y a des petites différences, notamment au niveau des scènes d'action. Il y en a un petit peu plus dans le film, sinon je pense qu'on s'embêterait un petit peu. Alors que le livre est très court, et du coup d'avoir rajouté des petites scènes d'action par-ci par-là, ça nous donne un petit quelque chose en plus à nous mettre sous la dent, parce que le film il doit durer 1h40, 1h30. S'il y avait aussi peu de scènes d'action que dans le livre, il ferait à peine 1h15 je pense, donc c'est pas vraiment les standards de durée d'un film jeunesse. Je pense que dès le début les producteurs ils savaient qu'ils feraient qu'un seul film, et on le verra par la suite, ils ont bien fait de pas essayer d'en faire un deuxième, parce qu'ils ont décidé d'intégrer tout de suite un des personnages que normalement on retrouve que dans le 2e ou 3e livre, pardon. Donc c'est le personnage de Sabina, alors que là du coup on nous dit tout de suite qu'elle est dans sa classe. Son personnage reviendra à la toute fin du film pour notamment une scène de course-poursuite à cheval dans Londres, et ça ajoute un petit peu de tension à la fin, parce qu'évidemment que serait un film jeunesse si le valeureux garçon ne devait pas sauver la jeune fille en détresse. Néanmoins, c'est quand même une fin que je trouve mieux que dans le livre, parce que voilà, comme je disais, je la trouve totalement bâclée. Alex poursuit le méchant, puis fin de chapitre. Et dans le chapitre suivant, le MI6 lui explique comment il a été capturé. Donc il y a quand même un dernier rebondissement, mais je le trouve vraiment faible à la relecture, alors que là, du coup, le film, c'est vraiment Alex qui prend les choses en main. On en fait vraiment un vrai héros, où c'est vraiment lui qui prend tout en main et qui sauve la situation. Par contre, les deux fins nous présentent un personnage qui sera très important pour la suite, donc le personnage de Yasen Gregorovitch, interprété par Damian Lewis. Donc c'est un personnage qui prendra vraiment beaucoup d'importance dans les tomes suivants, parce qu'il a donc c'est un tueur à gages, entre autres, et il sera très ambivalent vis-à-vis d'Alex, parce que Alex va tout faire pour contrecarrer ses plans à chaque fois, donc il est censé s'en débarrasser, mais il veut pas le tuer, parce qu'il trouve pas ça juste que le MI6 engage un enfant. Donc c'est un grand méchant qui a quand même un peu d'éthique, et qui essaiera justement de montrer à Alex que le MI6 ne lui dit pas forcément toute la vérité, notamment autour de sa famille. Donc comme je le disais, les producteurs ont bien fait de pas vouloir faire un deuxième film tout de suite. De toute manière, ils ne l'auraient pas fait, puisque avec 40 millions de budget, c'est un film qui ne fera que 23 millions de recettes.
Donc c'est une belle grosse plantade. Je pense que le fait que personne ne connaisse Alex Pettyfer à l'époque, ça a dû jouer. Encore que non, parce que sur les autres sagas littéraires, les personnages étaient pas... Enfin, les acteurs étaient pas forcément connus et ça a marché. Donc non, je ne sais pas trop. C'est un film qui est pas très très bien réalisé. Enfin, Geoffrey Sachs, il a pas réalisé beaucoup de films, il fait surtout beaucoup de téléfilms. Et ça se ressent un petit peu. La réalisation est pas très soignée, c'est vraiment très basique. Et aussi, c'est une saga qui était pas très lue à l'époque, j'ai l'impression. En tout cas, en France, autour de moi, personne ne les lisait. Alors que toutes les autres sagas, type Harry Potter, Narnia, La Croisée des Mondes, c'était très lu, ça avait beaucoup plus d'amateurs. Donc je pense que c'est ça aussi, d'avoir voulu adapter une série qui fonctionnait pas tant que ça, pour essayer d'aller ratisser un plus large public. Et on voit que ça n'a pas trop marché du coup. Et c'est une époque où effectivement, pour surfer sur la fin de la vague Harry Potter, parce que 2006 c'est un petit peu on est sur la sortie des derniers films, il y a eu beaucoup d'adaptations jeunesse en même temps, d'adaptations de sagas, parce que du coup Alex Rider sort en 2006, mais le tome 1 de Narnia, dont j'ai oublié le titre, parce que Narnia pour le coup c'est vraiment une saga que j'ai jamais ni lu ni vue, mais le premier Narnia est sorti en 2005, À la Croisée des Mondes est sorti en 2007, et croyez-moi on va en reparler car ce film est scandaleux. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu un petit peu surfer et adapter. C'est vraiment l'époque où il y a eu beaucoup plus d'adaptations, mais là je les ai plus en tête. Je crois que Percy Jackson c'est après, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire c'est presque en même temps j'ai l'impression, mais enfin voilà, c'est une époque où vraiment... beaucoup d'adaptations jeunesse, mais on ne peut pas gagner à tous les coups. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Quelle que soit votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines sorties. En description, vous trouverez les liens du compte Instagram et de la page Tipeee. Je remercie d'ailleurs le premier tipeur, Empty Shell. Merci beaucoup. À dans 15 jours pour un nouvel épisode et entre-temps sur YouTube. Et n'oubliez pas, regardez des livres, lisez des films, ou le contraire, c'est encore mieux.